Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Effectivement, ce que je souhaite le plus, c'est que ma conférence soit l'introduction à un débat que nous aurons ensemble et que je souhaite le plus serein, le plus dépassionné possible, quelles que soient nos opinions, au fond, sur cette loi qui a institué le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Alors, je voudrais rappeler que cette loi a été présentée par notre garde des Sceaux, Christiane Taubira, pour la première fois à la presse dans un entretien au journal Ouest France en octobre dernier. Elle considère vraiment que c'est une des lois les plus importantes du quinquennat de François Hollande et elle dit que c'est une réforme très importante, on pourrait même dire une réforme de civilisation. Cette expression a été immédiatement reprise, mais en étant aussi transformée par les adversaires de la réforme, qui ont beaucoup reproché au long des mois à Christiane Taubira d'avoir parlé, selon eux, d'une rupture de civilisation. Ils ont fait un peu comme si la garde des Sceaux avait, involontairement avoué quel serait le sens de la réforme, c'est-à-dire justement non pas une réforme, mais une rupture, et même une rupture anthropologique qui nous amènerait à quitter les rivages du monde humain que nous connaissons, du monde qui a toujours existé depuis des siècles et des siècles, et qui nous ferait aborder subitement du côté d'un monde complètement nouveau, angoissant, un monde dans lequel il n'y aurait plus ni père, ni mère, ni homme, ni femme, et qui, cédant à toutes les sirènes de l'individualisme, nous conduirait même, fascinés par la technique, en particulier en matière de reproduction, vers ce que certains ont appelé le post-humain. Alors, je crois que entre ce qu'a voulu dire la garde des Sceaux, réforme de civilisation, et ce qui a été immédiatement entendu, rupture de civilisation, on a là un peu le cœur d'un malentendu qu'on peut essayer de déconstruire, de déplier, si vous voulez, si on veut arriver à comprendre à la fois ce qui a pu susciter tant d'opposition à cette loi en France, à la surprise tout de même d'un certain nombre d'observateurs. Par exemple, on savait qu'il y avait des sondages depuis très longtemps sur l'opinion française à l'égard de l'homosexualité, manifestant une ouverture de plus en plus grande. On savait qu'il y avait au début de la discussion 65% des Français qui étaient favorables à un mariage de même sexe. Donc il y a eu une surprise à voir l'ampleur de l'opposition, une surprise particulièrement forte chez les observateurs étrangers qui comparaient la situation de la France avec celle qu'il y avait au même moment en Grande-Bretagne, où le mariage de même sexe a été institué sans susciter aucune passion, ou à celle de l'Espagne catholique, qui certes avait connu des manifestations assez importantes en 2005, quand elle a institué le mariage de même sexe, mais qui, dès lors, se trouvait dans une situation tout à fait paisible, dans laquelle personne ne revendiquait, puisqu'il y avait un changement de majorité politique en Espagne, ne revendiquait de revenir en arrière. Et les Espagnols n'avaient pas l'air de penser qu'ils vivaient dans un monde post-humain. Donc, beaucoup de questions sur l'ampleur de cette mobilisation contre la loi, mobilisation qui est quand même allée très loin dans la façon dont elle a présenté la réforme comme une véritable catastrophe qui allait nous entraîner vers la chute de l'Empire romain, si vous voulez. Le mot a été employé, vers l'inceste généralisé, la zoophilie. Enfin, on a entendu les choses les plus extraordinaires sur cette réforme, au point que, ayant été amené à participer à plusieurs débats qui ont été organisés, par exemple, par certaines mairies, je pense à la mairie du 4e arrondissement à Paris, qui s'est particulièrement mobilisée pour organiser des débats où tout le monde était invité. J'ai été, par exemple, à un débat avec Madame Christine Boutin, qui représente l'aile catholique dans le monde politique, beaucoup. J'y ai vu des centaines de jeunes homosexuels totalement effondrés, affolés,
de découvrir que la société où ils pensaient avoir une place, eh bien, quand il était question pour eux de pouvoir rendre légal leur lien amoureux, se trouvaient dans une situation qu'ils n'avaient jamais imaginée. Nous n'avons jamais eu autant d'agressions homophobes que pendant cette période, depuis quelques dizaines d'années. Donc vraiment une situation tout à fait paradoxale. Vous voyez que jamais la France n'a donné autant de droits aux homosexuels, et jamais les homosexuels n'ont autant souffert, je dirais, dans la dernière décennie, que durant ces derniers mois. Donc il se passe quelque chose qu'il faut arriver à comprendre, et qu'à mon avis, cette opposition entre le discours de la garde des Sceaux, qui parle d'une réforme de civilisation et qui la revendique, et qu'il a expliqué dans son discours d'introduction au débat parlementaire, qui fut un long discours qui a repris toute l'histoire du mariage civil et de la filiation depuis le Code Napoléon, hein, donc un discours tout à fait historique, qui donc situait cette réforme à l'intérieur d'un mouvement en fait entamé de longue date, hein, donc on pourrait situer, dont on pourrait situer l'origine autour des grandes réformes législatives des années 70 qui avaient remis en question la logique du Code Napoléon, on va y revenir, et puis les opposants qui pensaient au contraire que finalement depuis des siècles et des siècles, le monde humain n'avait pas tremblé sur ses bases, mais que là d'un coup on allait rompre. Il y a eu une véritable incompréhension mutuelle. Alors mon idée, c'est que le cœur de cette incompréhension mutuelle tient au fait que les partisans de la loi ont principalement défendu au départ, peut-être Christiane Taubira est l'exception justement, ont défendu au départ la réforme simplement en évoquant le thème de l'égalité des sexualités. Il y a des homosexuels, des hétérosexuels, des couples homosexuels hétérosexuels. Eh bien, luttons pour l'égalité des droits, refusons les discriminations entre ces personnes ou ces couples. Et moi qui suis particulièrement, qui travaille particulièrement sur la famille, je suis consciente du sentiment d'injustice que peuvent ressentir aujourd'hui des personnes homosexuelles qui ne peuvent pas épouser leur compagne ou leur compagnon, ou qui sont face à des difficultés très particulières dans l'exercice de leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants quand ils ou elles ont fondé une famille homoparentale. Mais en même temps, si je veux rendre compte de ce sentiment très réel d'être traité injustement, je ne peux pas me contenter de la rhétorique antidiscriminatoire qui a été utilisée au départ par le politique, qui est assez habituelle en politique, parce que mon rôle de sociologue est surtout d'être capable de comprendre pourquoi ce sentiment, qui est aujourd'hui si répandu parmi les homosexuels, n'existait pas sous cette forme il y a seulement 20 ou 30 ans. Mon rôle est de comprendre pourquoi les homosexuels, naguère encore, protestaient contre le sort qui leur était fait, mais n'auraient pas eu l'idée de demander à se marier. Pourquoi le phénomène aujourd'hui très important du développement des configurations familiales homoparentales a pris de l'ampleur, surtout depuis une quinzaine d'années en métropole. Alors qu'autrefois, les personnes dont l'orientation sexuelle les amenait à désirer et aimer des personnes du même sexe qu'elles avaient certes très souvent des enfants, mais les avaient dans le cadre d'un mariage traditionnel avec quelqu'un de l'autre sexe, comme l'a très bien rappelé Marcel Proust dans son grand livre « À la recherche du temps perdu ». On ne sait pas toujours, en effet, que dans l'un des personnages principaux de ce grand livre est Robert de Saint-Loup, l'ami du narrateur, qui est à la fois un militaire, héros de la guerre de 14, Dreyfusard, un aristocrate du faubourg Saint-Germain, un époux heureux dans son mariage avec la fille de Swann, un père de famille comblé et un homosexuel. Dans son grand livre, Proust posait déjà la question du rapport entre être homosexuel et être père. Et il disait d'ailleurs, reportez-vous-y, que les homosexuels font d'excellents pères. Mais il l'a posé dans un contexte historique où la contrainte sociale était, si l'on voulait avoir des enfants, de les engendrer
dans le cadre d'un mariage traditionnel, quitte à scinder sa vie en deux, en séparant d'un côté la dimension officielle de sa vie familiale et de l'autre la clandestinité absolue de sa vie sexuelle, comme c'était le cas pour Robert de Saint-Loup. Et donc, j'appartiens à une génération qui a voulu rompre avec cet impératif de la double vie pour les homosexuels. Ma génération, celle qu'on appelle quelquefois les enfants du baby-boom, a vu nombre d'homosexuels avoir le courage d'être soi, sortir du placard, comme on dit. Mais parmi mes proches, mes amis, ceux de mon âge, beaucoup ont considéré qu'il y avait un prix à payer à cette émancipation, à ce courage d'être soi, qui était qu'ils n'auraient pas d'enfants, qu'il fallait renoncer aux joies de la paternité ou de la maternité pour pouvoir vivre sa vie. Mais ce renoncement, au fond, n'aura duré qu'une génération. Et à peine la nouvelle génération, une nouvelle génération est-elle arrivée à l'âge adulte, que le désir d'être parent, le désir de transmettre, la volonté d'exercer aussi les responsabilités de la transmission a pu réapparaître. Et donc, nous sommes face à un phénomène où il faut arriver à comprendre qu'il y a à la fois des questions qui concernent les sexes, les âges, les générations, et que c'est un bouleversement général qu'il faut penser. Alors, la question, c'est que ce changement a été posé, comme je l'ai dit, sous l'égide de l'égalité des sexualités, mais que la question qu'il pose ne concerne pas seulement les sexualités, peut-être même pas prioritairement les sexualités, mais une autre question qui est notre commune condition humaine, à la fois sexuée et mortelle. Et donc, je crois qu'il est capital que dans les débats, une place aurait dû être faite, non pas simplement à l'égalité des sexualités, mais également à la question des sexes. Donc c'est-à-dire la question que beaucoup se sont posées, qui était, mais par-delà ces revendications, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de pères, il n'y a plus de mères? Donc bien distinguer la question des sexualités, qui est la seule sur laquelle les politiques, à l'exception de Christiane Taubira, se sont prononcés au début, et la question qui a concentré toutes les inquiétudes, toutes les peurs, qui était la question, est-ce que ce qui se profile sous l'égide de cette égalité, c'est un mouvement vers une indifférenciation des sexes. Alors, je pense que cette question est très importante et que c'est d'ailleurs de cette question que certains se sont emparés immédiatement pour affirmer que la future loi allait effacer la différence des sexes et supprimer dans le Code civil les mots de père et de mère. Et c'est sur cette base que s'est engagé, puis a grossi, un mouvement qui, comme je l'ai dit, est allé quelquefois assez loin dans les accusations. Alors, que cette idée ait été répandue, j'en vois la preuve dans le fait que des associations qui ont une grande importance en métropole, comme par exemple l'Union nationale des associations familiales, qui a quand même un ensemble d'associations qui a un rôle officiel, qui représente les familles françaises auprès des pouvoirs publics. Eh bien, l'Union nationale des associations familiales a publié à l'automne dernier un document tout à fait d'un ton tout à fait modéré, qui expliquait cependant pour quelles raisons l'UNAF, donc je l'appelle l'UNAF, était en désaccord avec le projet, parce que, disait-elle, ce projet impliquait une neutralisation de la différence des sexes. Elle le présentait même comme une suppression de la différence des sexes, tant dans le mariage que dans la filiation. Et que dans cet effacement, elle voyait, donc je retrouve mon thème, une véritable rupture, et cela pour tous, avec l'univers de sens et de droit qui avait été le nôtre jusqu'à présent. L'UNAF allait même jusqu'à évoquer l'idée que la réforme bouleverserait pour chacun son état civil et engagerait une remise en cause de notre pacte social. Vous voyez, le ton était modéré, mais l'analyse ne l'était pas tout à fait. C'était véritablement une sorte d'apocalypse sociale vers laquelle nous allions. Alors, il se trouve que cette affirmation est tout simplement erronée. Et c'est la raison que l'objet de la réforme n'était pas
n'a jamais été, et on peut le montrer, de neutraliser le sexe des individus. Il n'a jamais été question de supprimer du Code civil les termes d'époux et épouse, ni les termes de père et de mère. Et donc, c'est la raison pour laquelle les sciences sociales pouvaient avoir leur mot à dire dans ce débat. Par-delà les opinions, les engagements de citoyens, quand des contre-vérités sont dites, il peut être du devoir de sociologues, d'anthropologues, d'historiens, que de s'élever contre ces contre-vérités. Et c'est la raison pour laquelle, à l'École des hautes études en sciences sociales, en janvier dernier, nous avons organisé un grand colloque pour répondre par des arguments à ce texte de l'UNAF qui donnait lui-même des arguments. Nous y avons d'ailleurs invité l'UNAF. Je suis heureuse de vous dire que Agnès Finn, Henrique Porqueres, qui sont là, ont participé avec moi à ce colloque qui a été, je crois, un événement à la fois scientifique, politique et humain, puisque c'était en quelque sorte, je crois qu'on peut dire que ça a été la première réponse collective à la campagne très importante de dénigrement de la loi qui s'était développée pendant tout l'automne et le début de l'hiver. Donc, je voudrais insister sur ce point pour dire que ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que ce que la loi propose, ça n'est pas un effacement de la différence des sexes ou de ce que moi j'appelle la distinction de sexe, mais un redéploiement. C'est-à-dire que ce qui tout simplement est prévu et ce qui maintenant est légal, c'est que deux types de relations sociales qui, depuis toujours, depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, ne concernaient que les relations de sexe opposés, c'est-à-dire le mariage et la filiation, et bien qu'à ces relations de sexe opposés qui n'étaient pas mises en question, il y aurait toujours des mariages, il y a toujours des mariages d'un homme et d'une femme, il y a toujours une immense majorité d'enfants qui ont pour parents un père et une mère, et bien que notre société pouvait ajouter, et là je reprends encore un terme de la garde des Sceaux Christiane Taubira, qui l'a répété de multiples fois, il s'agissait d'ajouter la possibilité que des couples de même sexe et des mariages de même sexe puissent être ajoutés au mariage de sexe opposé, et que des parents de même sexe puissent venir s'ajouter, disons, dans le paysage social à tous les cas où un enfant puisse avoir un père et une mère. Alors, en disant cela, je ne veux pas sous-estimer l'ampleur de ce changement. Et c'est peut-être là qu'il y a une critique qu'on pourrait faire aux partisans de la réforme, c'est que pendant trop longtemps, ils n'ont pas trouvé utile d'expliquer comment il était possible, justement, d'une part, que la revendication d'un mariage de même sexe ou d'une filiation de même sexe s'épanouisse dans la société alors qu'elle aurait été impensable, je l'ai dit, 30 ans avant, mais aussi pourquoi les institutions du mariage et de la filiation pouvaient avoir elles-mêmes suffisamment changé pour accueillir cette évolution. Et c'est ça le grand débat entre l'idée de réforme de civilisation et celle de rupture. Dans les deux cas, on est d'accord sur le fait qu'un changement important est accompli par la loi, mais ce changement, dans un cas, on le situe dans une longue histoire et on insiste sur ces profondes racines historiques, et dans l'autre cas, au contraire, on insiste sur le fait qu'il représente une rupture totale avec l'histoire. Alors moi, je vais, c'est vrai, défendre ici l'idée qu'on peut montrer pour quelles raisons le mariage, qui était l'union d'un homme et d'une femme, eh bien, qu'est-ce qui explique dans son histoire qu'on puisse l'ouvrir aux couples de sexe, de même sexe. Alors d'abord, je pense qu'il est intéressant de rappeler qu'on ne parle ici que du mariage civil, hein, et que d'ailleurs dans la tradition juridique française, à la différence tradition anglo-saxonne, c'est peut-être plus facile parce que nous avons une différence très grande entre le mariage civil et le mariage religieux. Nous avons deux cérémonies. La cérémonie commune à tous, c'est celle du mariage civil, et ensuite, libre à chacun, selon sa foi, de procéder à un mariage religieux. La réforme, bien évidemment, ne touche en aucun cas le mariage religieux, ce qu'elle permet à tous,
c'est de procéder à un mariage civil. Alors ce mariage civil, on a entendu dire quelquefois qu'il n'avait pas de définition. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas dans le Code civil de définition du mariage. Alors certains s'en sont emparés pour dire eh bien, que finalement, rien ne dirait dans le droit que le mariage doit être l'union d'un homme et d'une femme. Un juriste, Daniel Borillo, avait argumenté ainsi, en disant, mais après tout, c'est peut-être simplement nos préjugés qui font qu'on considère le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, mais ça n'est pas écrit dans le droit. C'est ainsi qu'un député, dont on parle en ce moment, Noël Mamère, avait célébré dans sa mairie de Bègle, il y a quelques années, un mariage, en disant, après tout, le droit ne dit pas que c'est interdit. Alors, je pense que ça n'est pas une très bonne pédagogie politique, parce que, disons que ça laisse les gens devant le sentiment qu'ils se tromperaient peut-être en croyant que, jusqu'à présent, le mariage était l'union d'un homme et d'une femme. Et donc, il y a un défaut vraiment de pédagogie. Moi, je me souviens très bien, pour avoir travaillé sur la période de la Révolution française, que lorsque l'Assemblée législative, en 1792, a discuté de l'instauration d'un mariage civil, vous savez que ça a été quelque chose de très important dans l'histoire religieuse du pays, puisque le mariage civil a été institué principalement à la suite de... Pourquoi est-ce qu'il y a eu un mariage civil? Pourquoi est-ce qu'on a éprouvé le besoin d'un mariage civil? Il faut savoir que c'est à la suite de la situation terrible qui avait été faite aux protestants à partir de la révocation de l'édit de Nantes, qui les obligeait à renier leur foi protestante. Et leur mariage, donc les protestants donc, ont continué à se marier, mais ils se cachaient, ils se mariaient, on disait, au désert. Leur mariage était considéré comme ne pas exister et leurs enfants étaient considérés comme des bâtards. Donc cette situation scandaleuse avait ému beaucoup de monde, et avant même la Révolution française, un édit de tolérance avait été donné de façon à permettre, à reconnaître le mariage des protestants. Et c'est en protestant que le doyen Jean Carbonnier, qui a été ensuite un grand réformateur du droit civil, et c'est en protestant qu'il dit que avoir donné valeur constitutionnelle au mariage civil fut, dit-il, la gloire cachée de la Révolution française. Il le dit en souvenir, justement parce qu'il a de la piété, si on peut dire, pour ce qu'ont subi ses ancêtres protestants, et c'est un peu la fin des guerres de religion, le mariage civil commun à tous qui garantit la liberté de conscience, puisqu'il faut un mariage commun à tous pour qu'ensuite, justement, la liberté de religion puisse s'épanouir. Donc ce mariage civil, on a discuté d'en faire une définition. Et donc les historiens savent bien qu'on a passé à l'Assemblée législative une journée entière à débattre sur une définition possible du mariage. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas mis d'accord à ce moment-là? Eh bien, on ne s'est pas mis d'accord tout simplement parce que quand on essayait de donner une définition du mariage, on était amené à se prononcer sur une question qui était à l'époque très, très, très conflictuelle, qui était le fait de savoir est-ce que ce mariage sera dissoluble, et là, c'était un sujet de discorde, en particulier d'ailleurs entre protestants et catholiques. Et donc, les députés s'engageaient toujours un peu trop loin, et c'est la raison pour laquelle, à un moment, un député essaye de donner la définition la plus minimale possible, celle qui en dirait vraiment le moins possible. Et il dit le mariage est l'union, un pacte qui unit pour vivre ensemble deux personnes de sexe différents. L'Assemblée éclate d'un rire général. Si on en est à dire que le mariage est l'union de deux personnes de sexe différents, alors si on en est à dire des évidences pareilles, alors écoutez, on va se ridiculiser, autant considérer que tout le monde sait ce qu'est le mariage, et c'est ainsi que l'Assemblée législative annula l'article de la définition du mariage et que nous n'avons toujours pas de définition du mariage dans le Code civil. Donc je trouve que c'est intéressant de se rappeler qu'à l'époque, c'était le désaccord porté sur la dissolubilité,
mais qu'en même temps, vous voyez qu'on éclatait de rire quand on pensait, face à l'idée de préciser que le mariage soit l'union de deux personnes de sexes différents. Donc si on se rappelle cette évidence, il faut qu'on explique comment on peut passer de cette évidence à sa contestation. Et c'est là qu'il y a eu un manque, je pense, très important de pédagogie, parce que nous avons les moyens de l'expliquer. Nous avons les moyens de l'expliquer, et je veux le faire en deux mots, en rappelant tout simplement une formule que moi-même, d'ailleurs, j'avais citée il y a une quinzaine d'années, quand le débat a commencé à avoir lieu sur le mariage, et sur le mariage de même sexe, qui est une formule toujours de Jean Carbonnier, que j'ai citée à l'instant, et qui disait « Le cœur du mariage civil, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité. » La raison principale, fondamentale, pour laquelle le mariage de 1792, puis le mariage de 1804, le mariage du Code Napoléon, pourquoi c'était par définition l'union d'un homme et d'une femme? Tout simplement parce que la fonction du mariage, ça n'était pas d'abord d'instituer un couple, c'était de donner un père aux enfants que les femmes mettent au monde. La fonction du mariage, c'était de faire des pères. Et à travers une disposition tout à fait importante, la présomption de paternité, un peu de latin, pateris est quem nuptiae demonstrant, le père est celui que les noces désignent. Alors, si on veut prendre la mesure de cette fonction centrale du mariage, donner un père aux enfants que les femmes mettent au monde, être d'abord l'institution de la paternité, il faut contraster la présomption de paternité en mariage avec une autre disposition qui est beaucoup moins connue, mais qui a pourtant duré jusqu'en 1912, qui est l'interdiction de recherche en paternité. Ça, on la connaît beaucoup moins. Cela veut dire que quand une femme voyait se trouver enceinte sans être mariée, et qu'elle voulait se tourner vers l'auteur de sa grossesse pour le responsabiliser, pour lui demander une aide, un secours financier, eh bien, elle se heurtait à une prescription qui était l'interdiction de recherche en paternité. Et pourquoi cette interdiction de recherche en paternité? Comment est-ce qu'on pouvait la justifier? Et on disait, mais on ne pourra jamais lever le mystère de la paternité. Quand une femme nous dit, l'auteur de mon enfant, c'est lui ou c'est lui, elle peut mentir. Et sous prétexte qu'une femme peut mentir, sous prétexte qu'une domestique peut mentir en accusant son patron, qu'une employée peut mentir en accusant son patron ou le fils de son patron. Il y a une dimension de genre, puis il y a une dimension sociale. Eh bien, sous prétexte de cette possibilité, toutes les femmes ont été considérées comme des menteuses en puissance, et tous les hommes, par la présomption de paternité, ont bénéficié d'une irresponsabilité a priori à l'égard de la grossesse hors mariage. Donc, pour être moi-même la petite fille d'une bâtarde, et pour n'avoir aucune honte de cela, pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère, qui, avec sa petite fille à la main, qui était une domestique, une lavandière, qui avait été mise enceinte par son patron, qui a fait face à tout son village du Morvan, et qui a élevé ma grand-mère, qui a subi cette honte, moi, je me sens redevable de rappeler ce qu'a été l'opposition entre la naissance dans le mariage des enfants légitimes et la naissance hors du mariage de ces enfants. C'était le jour et la nuit pour les femmes et pour les enfants. Le mariage, c'était l'honneur pour les dignes épouses et mères de famille, et la naissance hors mariage, c'était pour les filles, celles qu'on appelait des filles mères, être renvoyées du côté des filles perdues, des petites vertus, des prostituées. Et pour les enfants, c'était être de véritables parias sociaux qui n'avaient pas de famille, qui n'entraient pas dans la famille de leurs auteurs. Donc si on veut prendre la mesure du changement du mariage, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment le mariage, institution unique de la paternité, seul fondement de la famille, a évolué au cours du temps long. Alors le premier moment de changement, il a été d'ailleurs très important pour tout l'empire colonial, c'est 1912, la fin de l'interdiction de recherche en paternité. La première responsabilisation des hommes à l'égard des enfants qu'ils pouvaient semer ça et là. Alors ça a été très important. Il y a un très beau livre de Emmanuel Saada qui s'appelle
Les enfants de la colonie, qui explique comment tous les métis de l'Empire français ont vu leur situation changer à partir du moment où les colons masculins ont été responsabilisés à l'égard des enfants qu'ils avaient faits avec les femmes indigènes des différentes contrées de l'Empire français. Donc c'est un débat très important sur la question du métissage. C'est une question plus généralement très importante d'un mouvement vers une égalité dans les responsabilités des deux sexes à l'égard de la filiation, qui va se poursuivre par la grande loi de 1972, justement, dont le rédacteur est Jean Carbonnier, que j'ai donc cité déjà 2 fois. Jean Carbonnier, qui pour la première fois propose que dans le droit, on établisse un principe d'égalité entre filiation naturelle et filiation légitime. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que ça n'est plus le mariage qui fait la filiation, puisqu'on prend un principe d'égalité. Les enfants naturels, pour la première fois, ont une famille. Ils peuvent entrer dans la famille de leur auteur, ils peuvent même hériter de leurs grands-parents, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ce mouvement qui va peu à peu voir la filiation s'autonomiser du statut matrimonial, elle va se poursuivre avec un autre mouvement plus récent, quand on va essayer de maintenir la filiation, non pas simplement quand les personnes ne sont pas mariées, mais quand elles ne sont plus mariées. Et donc, c'est le principe de coparentalité maintenu en cas de séparation qui dit en quelque sorte, vous pouvez divorcer de votre mari, de votre femme, mais vous ne divorcez pas de vos enfants. Et donc, par des lois successives, en 1978, puis en 2002, le droit français a affirmé le principe d'un maintien de la filiation qui progressivement donc est devenu le seul lien idéalement inconditionnel et indissoluble, le lien de filiation. Donc en 2005, c'est pas vieux, en 2005, il faut savoir qu'on a supprimé du Code civil français les notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Et donc moi qui viens de rendre hommage à mon arrière-grand-mère et à ma grand-mère, je leur rends hommage depuis un autre monde, un monde où aujourd'hui, cette opposition entre le jour et la nuit, l'honneur et la honte, cette opposition n'existe simplement plus du tout. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de stigmatiser en France un enfant parce que ses parents ne sont pas mariés. Plus de la moitié des enfants naissent de parents qui ne sont pas mariés. Donc, ce qui fait la filiation, ce n'est plus le mariage. Que les gens soient mariés ou non mariés, unis ou séparés, ça ne change rien au plan de la filiation, qui est devenu l'axe d'un droit commun de la famille. Et donc, la formule du doyen Carbonnier, le cœur du mariage, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité, au fond, elle a été juste. Elle était juste pour décrire ce qu'a été longtemps le mariage. Mais je crois qu'on peut dire qu'elle ne l'est plus déjà. Qu'elle ne l'est plus depuis 1912, 1972, 2002, 2005. Et donc, on pourrait la renverser et dire le cœur du mariage, ce n'est plus la présomption de paternité, c'est le couple. Et de là, je crois, l'explication au fait que la majorité des Français ont été favorables à l'idée qu'un couple de même sexe puisse se marier. Pourquoi ? Parce que, au fond, la grande transformation, alors, nous l'avons faite dans le droit français en 1999 avec la loi sur le Pacs. Nous parlerons demain à l'Assemblée polynésienne du Pacs. Eh bien, le Pacs, ça a été une loi très importante puisque pour la première fois dans l'histoire du droit, nous avons institué un couple de même sexe. Ça n'avait jamais existé. Aussi loin qu'on se souvienne, le couple, c'était un homme et une femme. Et j'ai eu, à l'époque, au moment du Pacs, un débat assez fort avec Tony Anatrella, qui était le représentant de l'Église française, qui avait titré un article dans Le Monde à propos d'une folie, en disant « Mais ça n'est pas pensable de considérer que 2 hommes ou 2 femmes puissent former un couple. Un couple, c'est forcément un homme et une femme, parce que, disait-il, la psychanalyse nous apprend, donc c'est là une drôle d'alliance entre la religion et la psychanalyse nous apprend, disait-il, que, je le cite, les homosexuels n'atteignent pas à la différence des sexes. » Donc vous voyez que les débats se poursuivent un peu, et c'est toujours cette peur d'une indifférenciation des sexes qui avait déjà lieu, mais qui renaît aujourd'hui. Donc, disons que
cette histoire du mariage permet de comprendre pourquoi, parmi les gens qui sont allés dans la rue pour manifester contre le mariage pour tous, beaucoup ont dit c'est pas le mariage qui nous pose problème, c'est pas l'union, c'est la filiation. Et donc, si vous n'aviez pas prévu dans cette loi que les gens puissent adopter des enfants, nous aurions peut-être voté la loi. Alors venons-en maintenant à l'autre volet qui est important aussi, qui est que la loi, en effet, ne permettait pas simplement à des couples qui étaient déjà reconnus en droit français depuis 1999 d'avoir la même possibilité de choix que les autres, c'est-à-dire l'union libre, le PACS ou le mariage. Mais venons-en à la filiation, après tout de même avoir dit une chose très importante, que je crois très importante, c'est que les opposants donc, ont souvent souligné, c'est le cas de l'UNAF d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas opposés au fait que les homosexuels bénéficient d'une union qui donne véritablement des droits et qui donne une égalité de droits pour le couple, parce que le PACS donne très peu de droits au fond. Avec le PACS, par exemple, il n'y a aucune protection en cas de séparation. Et surtout, il n'y a aucune protection du conjoint survivant. Et vous savez que c'est au moment de la mort, un peu, que beaucoup de choses se disent, en fait, de la vie. Et en ne donnant aucun statut au conjoint survivant, c'est une certaine façon de dire ça n'était pas vraiment un couple que ce couple. Donc, beaucoup ont dit une union civile nous aurait très bien convenu, mais c'est le fait qu'on lui donne le mot mariage qui nous gêne un peu. Alors, essayez d'imaginer qu'on crée une union civile, mais qu'on dise, vous aurez une union civile, mais vous voyez, dans les mairies françaises, il y a une salle des mariages. On devrait faire, je trouve, un reportage de photographie sur les mairies françaises pour voir ce que sont les salles des mariages. C'est des très belles salles. C'est des salles qui sont faites pour honorer les couples qui viennent se marier. La République laïque, elle a des façons, finalement, de rendre, oui c'est ça, d'honorer le couple qui vient s'engager à une communauté de vie devant elle, devant ses parents, ses amis. Donc, dans le choix du mot mariage, il n'y a pas simplement une question de droit, il y a une question d'honneur, une question de dignité. Et à travers le fait d'accéder non seulement au droit du mariage, mais au mot et à la salle des mariages, eh bien, c'est quelque chose qui a été dit du fait que la République française veut véritablement intégrer en son sein, sans plus aucune différence, en honneur en quelque sorte, et reconnaître pleinement le lien d'amour, le lien d'engagement, la communauté de vie que deux hommes ou deux femmes peuvent contracter. Et nous avons appris d'ailleurs à cette occasion combien les couples, quelquefois, se sont mariés après de très longues vies communes. J'ai rencontré le soir même du vote de la loi, des gens sont venus me voir, ils disaient nous vivons ensemble depuis 27 ans et nous allons pouvoir nous marier. Et donc, c'est vraiment, je crois, très important que cette question de l'honneur, de la dignité, et pas simplement des droits. Alors, rapidement, maintenant sur l'adoption, puisque ça a été peut-être l'adoption qui a forgé le plus de débats, pour dire que, là encore, ce qui a manqué, peut-être, c'est un certain sens de l'évolution historique des institutions. Nous sommes héritiers, en fait, d'une conception de la filiation qui vient du temps où seul le mariage était le fondement de la famille, où la seule famille véritablement reconnue, c'était la famille légitime, la famille en mariage. Alors, qu'est-ce que c'est que la filiation au temps où le mariage était le seul fondement de la famille? Eh bien, cette filiation, elle reposait sur un idéal, on peut dire, qu'on peut exprimer avec cette formule, qui est que l'enfant ne doit avoir un seul père et une seule mère, pas un de moins, pas un de plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idéal de la filiation en mariage, c'est que ce soit la même personne qui soit à la fois la femme qui a donné naissance à l'enfant, la femme qui élève l'enfant dans sa maison et la mère au sens du statut du droit. Et que ce soit la même personne qui soit le géniteur de l'enfant, celui qui élève l'enfant dans sa maison, et le père au sens du droit. Donc, on peut dire les composantes de la filiation, géniteur, parents éducateurs et parents du droit, titulaires du statut, vous voyez, devaient être rassemblés
sur une seule tête féminine, une seule tête masculine. Alors ça n'était pas toujours la vérité. Il y avait des époux qui n'étaient pas vraiment les géniteurs des enfants, par exemple. Ça arrivait. Eh bien, quand ça n'était pas le cas, on faisait comme si toutes ces composantes de la filiation étaient bien rassemblées sur une seule tête masculine, une seule tête féminine. Alors, j'ai conscience que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre quand on est en Polynésie, en particulier ici à Tahiti. Parce que en métropole, il y a une conception de la filiation qui est beaucoup moins ouverte que celle qui existe ici, dans laquelle personnellement je me reconnais beaucoup mieux, où à travers les dons d'enfants, l'adoption, on admet qu'il puisse y avoir en quelque sorte les parents qui m'ont donné naissance et les parents qui m'élèvent. La mère qui m'a accouché, la mère qui m'élève, etc. Donc, en métropole, on n'a pas cette conception ouverte de la filiation qui admettrait en quelque sorte une forme de pluriparentalité et où on tient beaucoup à ce que, ça a été rappelé dans le colloque cet après-midi, l'enfant connaisse son histoire, connaisse à la fois ses géniteurs et ses parents qui l'élèvent, et où on fait des échanges et on maintient du lien social entre les familles par des dons d'enfants. Ça, je crois que la métropole aurait beaucoup à apprendre de Tahiti. J'espère qu'elle apprendra de Tahiti sur ce point. Parce que la raison pour laquelle, en métropole, on a très peu admis l'adoption par des couples de même sexe, c'est qu'en fait, l'argument qui a été donné, il faut quand même le savoir, c'est que si on acceptait cette adoption, on ferait croire à l'enfant qu'il est né de 2 hommes ou de 2 femmes. Alors je vous lis là encore l'argument qui a été donné par l'Union nationale des associations familiales pour s'opposer à l'adoption par des couples de même sexe. Ouvrir l'ensemble de l'adoption aux couples de même sexe pose en particulier la question de l'adoption plénière. Alors qu'un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme, l'accès éventuel à l'adoption plénière remettrait juridiquement en cause cette réalité, laissant croire qu'il est possible de naître de 2 personnes de même sexe. C'est pourquoi l'UNAF est majoritairement défavorable à l'accès à l'adoption pour les couples de même sexe. Alors vous avez bien entendu, si 2 personnes de même sexe peuvent adopter un enfant, ce serait, nous dit-on, faire croire à l'enfant qu'il est né de 2 femmes ou de 2 hommes. Et dans les manifestations, effectivement, nous avons vu des milliers de gens agiter des pancartes « Ne mentons pas aux enfants !» Ne venons pas dire aux enfants qu'ils peuvent naître de 2 hommes ou de 2 femmes. Mais depuis quand est-ce que adopter un enfant, c'est faire naître un enfant ? Depuis qu'on a accusé, alors c'est quand même une question étonnante, on se trouvait en train d'accuser les couples homosexuels qui adoptent des enfants ou qui souhaitent adopter des enfants, qui en adoptent à l'étranger, de mentir aux enfants, alors que s'il y a des couples qui ne sont pas tentés de mentir aux enfants, c'est bien cela. On n'a jamais rencontré 2 femmes qui viennent expliquer à leur enfant qu'elles l'ont fait toutes seules. Ça n'existe pas. Par contre, des couples hétérosexuels qui ont été amenés, bien malgré eux, par nos institutions, à croire que pour être vraiment des vrais parents, comme on dit entre guillemets, il fallait passer pour des géniteurs, des parents qui n'ont jamais dit à leurs enfants qu'ils les avaient adoptés, ça, on en connaît. J'avais, moi-même, dans ma propre école, j'avais donné un rapport au gouvernement en 98 qui posait déjà cette question et qui encourageait à ce qu'on en finisse avec le fait de transformer l'adoption en une pseudo-procréation. Et à reconnaître aux enfants le droit à accéder à leur propre histoire, à leur origine. Eh bien, j'avais été contactée, ça avait été très émouvant, par une secrétaire de l'école, une personne qui était près de la retraite et qui m'avait demandé à me parler et qui m'avait expliqué qu'elle avait appris, après la mort de ses parents, qu'elle avait été adoptée. Et donc, elle était très soucieuse, elle aurait vraiment voulu savoir de qui elle était née. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle voulait parler avec moi ? Parce que elle voulait bien m'expliquer que pour elle, rechercher sa mère de naissance, ça n'était pas trahir ses parents. Qu'elle ne voulait, elle voulait bien que elle cherchait comme une sorte de légitimation. Je lui ai dit, mais madame, je comprends très bien que vous posiez des questions sur pourquoi cette femme qui vous a donné naissance, finalement, pourquoi elle vous a abandonné. Et elle me dit, oui, en fait,
elle voudrait un mot d'apaisement, qu'elle lui dise qu'elle l'avait abandonné, mais qu'elle l'avait aimé. Voyez ? Donc, c'est une question très lourde que l'histoire d'une adoption plénière qui a été pensée comme effaçant l'histoire de l'enfant et remplaçant une partie de cette histoire par une fausse deuxième naissance qui efface la première. Donc, de ce point de vue-là, je le dis, c'est peut-être difficile à comprendre pour vous, mais l'adoption à la tahitienne est beaucoup plus respectueuse de l'histoire de l'enfant et de l'intérêt de l'enfant que l'adoption telle qu'elle a été pratiquée longtemps en métropole. Et nous évoluons lentement vers une conception plus ouverte. Agnès Fine a beaucoup fait pour cela, elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Une adoption qu'on appelle ouverte, dans laquelle justement, eh bien, l'enfant pourrait à la fois connaître ses parents de naissance et ses parents adoptifs, et même où on inciterait les personnes à avoir des relations dans l'intérêt de l'enfant, ce qui ne priverait en aucune façon les parents adoptifs d'être les véritables parents au sens de la filiation, les seuls parents au sens de la filiation de l'enfant. Alors sur la procréation assistée, je n'ai pas le temps de développer, ça n'était pas l'objet de la loi, mais ça a été beaucoup discuté. Il faut savoir qu'on va encore plus loin dans le droit français, dans le maquillage de la réalité qu'avec l'adoption. Parce que dans l'adoption, en fait, dans l'acte de naissance de l'enfant, porte trace du fait qu'il y a eu adoption. On ne ment pas à l'enfant. Il y a eu des gens qui ont caché à l'enfant qu'il avait été adopté, mais si l'enfant a accès à son état civil, dans son acte de naissance, le jugement d'adoption figure. Donc tout enfant qui a été adopté, finalement, on lui reconnaît le droit de savoir qu'il l'a été. Ça n'est pas le cas, il faut le savoir, des enfants qui sont nés par une procréation médicalement assistée avec, par exemple, un don de sperme ou un don d'ovocytes, mais parlons du cas le plus fréquent, le cas avec un don de sperme, qui se développe quand même depuis 1970. Dans ces cas-là, il faut le savoir, le droit est fait pour effacer le recours à ce donneur de sperme et pour faire croire à l'enfant qu'il est né justement du couple des parents dont un des deux est stérile. Et donc, on organise véritablement une falsification juridique de la filiation de l'enfant en faisant passer donc son parent stérile pour son géniteur. Et là encore, le débat a été assez difficile en France parce que de plus en plus de lesbiennes ont eu recours à des procréations assistées à l'étranger, en dehors de France, où c'est autorisé, et on les a accusées justement de vouloir mentir à l'enfant. Encore une fois, de faire croire à l'enfant qu'elle pouvait donner naissance à elles deux à l'enfant. Donc vous voyez que le problème qui est posé, il est que, de même que le couple de même sexe est un révélateur de l'évolution longue du mariage et nous montre à tous que le mariage pour tous, en fait, a déjà changé et qu'il a pu s'ouvrir au couple de même sexe parce qu'il n'était plus foncièrement l'institution d'organisation de la paternité, mais l'organisation d'un lien de couple, et que nous admettons qu'il existe des couples d'hommes, des couples de femmes, c'est-à-dire que le lien amoureux, le lien d'engagement, le lien d'affection, l'affectio conjugalis, c'est pas nécessairement entre un homme et une femme, ça peut être entre deux hommes, ça peut être entre deux femmes. Eh bien, l'homoparentalité, qui trouble beaucoup d'esprits, on peut le comprendre, on la verrait de façon beaucoup plus apaisée si on admettait qu'elle porte d'abord sur des institutions comme l'adoption ou la procréation assistée avec un tiers donneur, où par hypothèse, l'enfant n'est pas né des personnes, et que donc le problème qui nous est révélé, c'est pourquoi ne sommes-nous pas capables d'évoluer en général sur l'adoption, en général sur la procréation assistée, en partant tout simplement des droits des enfants. Et c'est sur ce point que d'ailleurs le débat va se poursuivre dans les prochains mois, va rebondir. Les enfants, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on se réclame beaucoup d'eux, mais que ce soit en matière d'adoption ou en matière de procréation assistée, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui revendiquent à la fois d'aimer leurs parents, de ne pas vouloir changer de parents, mais de vouloir accéder à leur histoire. Et dans les cas où ils ont eu à la fois des parents de naissance et des parents adoptifs, des donneurs de gamètes et des parents,
eh bien de ne pas être obligés de choisir alors qu'ils sont le produit de la complémentarité entre ces personnes. Hannah Arendt disait « Répondre à la question « qui ?» c'est raconter une histoire. » Elle disait « L'identité de quelqu'un, c'est son histoire. » Eh bien, plus nous accepterons que le droit de la filiation soit un droit qui reconnaisse qu'il y a une diversité des parcours biographiques. Bien sûr, il y a des enfants, c'est simple. Voilà, ils sont nés des deux parents qui les élèvent. C'est la majorité des cas. Mais plus nous admettrons qu'il y a une diversité des situations et qu'il y a des parcours biographiques plus complexes, et plus nous donnerons des armes aux enfants pour que dans les cours des récréations, ils puissent parler avec leurs petits copains, leurs petites copines et leur dire ben moi, ma vie, elle est un peu plus compliquée, mais elle n'est pas finalement si différente de la tienne. Moi aussi, je suis née d'un homme et d'une femme. Tous les enfants naissent d'un homme et d'une femme. Mais l'histoire de ma famille, elle est un peu particulière. Et plus les institutions et nous-mêmes les accompagnerons, et plus nous serons capables d'avoir un monde qui soit certes commun, mais à la fois commun et pluraliste. Et dans le pacte républicain, c'est peut-être ça qui a longtemps manqué. Vous savez que nous avons eu ça a été évoqué aussi cet après-midi, la République a beaucoup fait pour l'égalité des citoyens, mais elle a beaucoup fait par effacement. Regardez la question des langues. Cette fameuse formule, il est interdit de parler breton et de cracher par terre, qu'il y avait dans les classes sur le continent, pour dire aux petits Bretons qu'ils ne devaient pas parler leur langue régionale. Je pense que s'il y a un endroit où on doit être attentif au fait que la diversité, la pluralité, ça n'est pas le contraire du commun, que nous pouvons être à la fois différents et semblables, pluralistes et communs, eh bien c'est ici qu'on peut le comprendre. Et donc c'est dans cet état d'esprit que j'ouvre maintenant la discussion. D'abord, ce n'est pas vraiment une question, le premier point, c'est plus une remarque. J'ai eu l'occasion, par rapport à l'adoption plénière, j'ai eu l'occasion effectivement d'assister à un jugement d'adoption plénière. Et il y a, je trouve, dans cette adoption plénière, un acte qui me paraît très violent, qui est la destruction de l'acte de naissance et le rétablissement d'un nouvel acte de naissance en marquant né de et le nom des parents adoptifs. Et je trouve cet acte effectivement très violent pour l'enfant. C'est juste une remarque, mais peut-être que ça pourra ouvrir à une réflexion. Ma deuxième, là qui est une question, je pense que dans le débat du mariage dit pour tous, un élément qui a réellement pollué le débat, et peut-être, alors c'est de mémoire et je ne suis pas absolument certain de ma référence, il me semble que c'est l'article 243.5 du Code civil qui précise pour le mariage religieux que le ministre du culte ne peut pas marier s'il n'y a pas eu au préalable le mariage civil. Comme ça a été très bien précisé pendant la conférence, effectivement, on a une compréhension aujourd'hui du mariage civil et du mariage religieux comme deux choses réellement distinctes. Est-ce que cet élément, qui finalement est un élément très archaïque, ne mériterait pas de disparaître purement et simplement ? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça pourrait faciliter d'une certaine façon les choses ? Eh bien, ça donnerait une compréhension totalement différente de ce qu'est le mariage civil et de ce qu'est le mariage religieux. Je vous pose cette question parce que justement, j'ai le sentiment que le fait qu'il y ait cette distinction assez claire avec deux cérémonies montre bien que quand on débat du mariage civil, on n'entre pas dans les prérogatives des religions. On laisse... En obligeant le mariage civil préalablement, quelque part, si. Une subordination. Enfin, le mariage religieux, par exemple, est un mariage indissoluble. Libre aux catholiques de continuer d'avoir un mariage indissoluble. Mais la République, elle assure à tous les citoyens, indépendamment de leurs convictions, la possibilité d'avoir un mariage civil dissoluble de la commune volonté des parties, par exemple. Le mariage musulman peut être
comporter une répudiation, on peut se marier avec plusieurs épouses. Est-ce que le mariage civil, lui, garantit la monogamie? Vous voyez, Oui, mais est-ce que le mariage civil doit être un préalable au mariage religieux? Pas nécessairement. Mais s'il n'y a pas ce préalable, vous donnez des effets civils au mariage religieux. Non plus. Un couple resté un couple libre. Enfin, je veux dire... Non, c'est pas. Oui, mais c'est pas ça qui se passe. Bien sûr que non. Regardez dans les autres, aux États-Unis, par exemple, eh bien, il n'y a pas de cette distinction du mariage civil du mariage religieux. Le mariage religieux a des effets civils. Bon, par exemple, les gens qui se sont mariés ne sont pas mariés juste pour, justement, d'un point de vue intérieur. Ils ont un statut social, ils ont les droits des personnes mariées. Ce que je veux signifier, c'est qu'une union libre, un couple en union libre pourrait désirer se marier religieusement tout en restant en union libre. Du point de vue civil. Mais il me semble, enfin, je comprends. Oui. Non, c'est interdit. La loi l'interdit. Moi, il me semble que c'est plutôt justement un facteur assez apaisant qu'il y ait cette distinction, de façon à ce qu'on puisse débattre justement des deux institutions comme obéissant à des règles qui ne sont pas les mêmes. Dans le mariage religieux, il y a des éléments de la foi qui interviennent. Dans le mariage civil, c'est un mariage qui est purement une affaire de la cité, si on veut. Et de ce point de vue-là, justement, la crainte que la République ne légifère sur les religions n'apparaît pas. Le mariage peut être maintenu entièrement sous la responsabilité de chacune des religions. Je crois qu'il y a quand même une conséquence, c'est que, par exemple, une veuve qui se remarie peut perdre une pension qu'on appelle de réversion, tandis que si son mariage religieux et en conscience, elle peut vouloir se marier religieusement sans en tirer toutes les conséquences civiles. Oui, mais... Il y a un point qui justifie la question posée. Oui, mais là, franchement, là, cet argument se retourne contre vous, hein, parce que il y a beaucoup de femmes qui vivent en union libre sans se remarier pour garder la pension de réversion. Donc, soit on a une discussion. Il me semble qu'il faudrait, c'est avoir une discussion sur justement ce qu'est cette pension de réversion, qui d'ailleurs n'existe pas pour les pacsés, il faut le savoir, hein, c'est très important. Cette pension de réversion, disons qu'elle est là pour venir en aide à celui des deux qui se trouve seul. Et elle disparaît, en quelque sorte, quand on est réengagé dans un couple. Alors c'est vrai que le couple qui est vu, c'est le couple marié, mais vouloir en quelque sorte tourner, ce que vous nous dites, c'est qu'on pourrait en quelque sorte tourner la loi sur la réversion en évitant... c'est un drôle d'usage du mariage religieux, je trouve, que de permettre de garder la réversion du premier mari en ayant un mariage religieux avec un second. Oui, enfin bon, c'est pas le meilleur argument qu'on puisse donner, je pense, pour le mariage religieux. De toute façon, la discussion n'a plus de sens aujourd'hui, pour la simple raison que la justice, la communauté européenne a invalidé justement cette loi au niveau de l'Autriche. C'est-à-dire que maintenant, l'État ne peut plus obliger les citoyens à se marier civilement avant de se marier religieusement. C'est un arrêté de la Cour européenne de justice qui date d'un an. Et bon, s'il y a une objection, de toute façon, on peut le faire parce que la Cour européenne de justice cassera le jugement de la France. Eh bien, nous verrons. Ben, ça a été fait pour l'Autriche. Et c'est il y a 1 an et demi. Oui, bonjour. Concernant maintenant le droit des enfants lors d'un divorce, jusqu'à présent, il était naturel pour tout le monde que la garde soit accordée à la femme. La mère est sûre, le papa n'est pas certain. C'est ce qu'on dit chez nous, chez les Antillais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura maintenant un petit peu de femmes? Lorsqu'il n'y aura pas de mère? Est-ce que le législateur réfléchit à ce problème de la garde des enfants lorsqu'il y aura 2 hommes ou 2 femmes? C'est-à-dire le législateur réfléchit depuis longtemps
à responsabiliser les pères. Donc le problème, c'est plutôt la dissymétrie qui existe aujourd'hui dans les situations de divorce entre les mères et les pères, dissymétrie qui révèle elle-même une dissymétrie en amont dans la vie commune entre la façon dont les responsabilités à l'égard des enfants sont exercées par les hommes et les femmes. Donc j'ai parlé tout à l'heure du principe de coparentalité qui avait été inscrit dans la loi en 2002. Le mouvement qui me paraît important, c'est celui vers une plus grande égalité en responsabilité entre les pères et les mères, y compris en cas de séparation. Même, bien sûr, on en est loin, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais disons que cette dissymétrie entre hommes et femmes n'est pas un argument contre les couples de femmes. Peut-être, je n'en sais rien, hein, ça n'a pas été évoqué dans le débat, mais deux femmes qui se trouveraient élevées ensemble un enfant auraient peut-être un sens plus égalitaire si jamais elles arrivaient à se séparer, je ne sais pas. En tout cas, le problème que vous soulevez, c'est plutôt un problème qui concerne le manque d'implication des hommes actuellement à l'égard des enfants qui sont les leurs. Oui, à mon sens, pourquoi il y a une opposition pour le mariage pour tous? C'est parce qu'on a l'air de dire qu'implicitement, il n'y a pas de différence de valeur morale entre une association, un appareillage de deux personnes de sexe opposé et deux personnes de même sexe. Il n'y a pas, a priori, on a l'impression que pour le législateur, il n'y a pas de différence morale, il n'y a pas de valeur morale. Donc moi, tout à fait, c'est exactement le... valeur morale dans le mariage. Voilà la conclusion que j'en tire. Et puis aussi... pardon, j'ai pas entendu la conclusion que vous en tirez, c'est... La conclusion pour le législateur, il n'y a pas vraiment de différence non plus pour un enfant d'être élevé par deux personnes de même sexe ou deux personnes de sexe différent. Ça veut dire qu'implicitement, il n'y a pas de différence de valeur. Tout à fait. En valeur, vous avez bien compris, en valeur, l'objet de la loi est de dire qu'on ne veut plus faire de différence entre un couple de deux hommes ou de deux femmes et un couple d'un homme et d'une femme. On ne veut plus hiérarchiser ces couples. Et c'est une affirmation morale, tout à fait. Et vous parlez d'appareillage, c'est très insultant pour ces couples. Vous avez dit quelque chose qui me paraît très important, c'est que effectivement l'origine de l'institution du mariage, c'était la présomption de paternité, et donc c'était en fait Voilà. de régler l'ordre de la filiation dans la société. À partir du moment où cette raison d'être du mariage n'existe plus, le mariage est une raison d'être. Et si le mariage, ça devient une sorte de contrat d'union civile, je dirais folklorique, entre deux individus, je dis folklorique, que le mariage est effectivement le folklore du mariage. Donc à ce moment-là, ça devient une sorte de super-pax qui effectivement établit l'égalité de droit entre les individus, mais perd son sens de régler l'ordre de l'application dans la société. À ce moment-là, effectivement, il suffit de supprimer le mariage des salles de mariage pour instituer un contrat d'union civile qui relève de la législation anarchique, et un mariage qui serait effectivement un engagement religieux des personnes. Et on peut quand même s'étonner, effectivement, pour reprendre ce que disait M. tout à l'heure, que l'État français, qui se veut laïque, oblige les gens qui veulent se marier religieusement à d'abord passer par le mariage civil. Ça, c'est quand même quelque chose qui est une intrusion dans la liberté de penser des gens et dans la liberté religieuse. Alors, pourquoi est-ce que le mariage aujourd'hui serait folklorique ? Ça n'est pas parce que le mariage n'est plus l'institution qui donne des pères aux enfants que les femmes mettent au monde. D'abord, la présomption de paternité n'a pas disparu, mais le sens du mariage aujourd'hui, je crois qu'il est très clair. C'est l'engagement public à une communauté de vie. Voilà.
Et on aurait pu penser dans les dernières décennies que la valeur accordée à cet engagement public était en train de disparaître. Année après année, on voyait la proportion des mariages qui diminuait. D'abord, j'ai quand même le plaisir de vous annoncer que depuis 1 an, nous avons donc une spectaculaire remontée pour la première fois du nombre des mariages en métropole, qui vient peut-être du fait qu'un certain cycle a été accompli. Vous voyez, le mariage, c'était effectivement ce qui vous faisait entrer, c'est pour ça que j'ai pris le contre-exemple des filles mères, dans l'honneur social, la dignité. Hein. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc le mariage, vous voyez, dans les contes, ça servait à faire une fin. Hein. Il y avait d'abord l'aventure, le cœur qui palpitait, vous rencontriez l'élu de votre cœur, il y avait des obstacles entre vous, et vous, le beau chevalier, franchissez les obstacles, la jeune fille, ça palpitait, elle attendait du haut de sa tour, etc. Puis à la fin, quand tout ça avait bien eu lieu, le film s'arrête, un grand baiser final, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc l'idéal du mariage, ce qu'on y réfléchit, c'était que tout s'était passé. C'est pas très gai si on y réfléchit, puisque une fois que le mariage a eu lieu, il n'y a plus rien à raconter, on fait plus de films, parce qu'après il n'y a plus que la suite des années, les enfants qui poussent, etc. Donc il y a des très beaux et grands livres qui ont été écrits, en particulier un livre qui est très difficile à trouver, qu'on ne pourra pas trouver pour le moment pour la bibliothèque, mais j'espère qu'il va être republié, qui est le très grand livre du philosophe américain Stanley Cavell, qui s'appelle « À la recherche du bonheur, Pursuit of Happiness, Hollywood et la comédie du remariage ». Donc c'est une magnifique réflexion philosophique sur le mariage contemporain et justement sur ce qu'il appelle les comédies de l'égalité. Il explique, la thèse de Cavell mérite qu'on en dise 2 mots pour comprendre la valeur que nous accordons aujourd'hui au mariage, d'ailleurs que nous soyons de sexe opposé ou de même sexe. Ça consiste à dire que ce qui fait aujourd'hui le sens du mariage, ça n'est plus justement d'être le socle pour faire des enfants, c'est d'abord la conversation conjugale. Il dit l'idéal du mariage, c'est la conversation, le fait d'avoir quelqu'un avec qui on partage sa vie. Dans une conversation, il faut voir que conversation, c'est à la fois se parler, mais ça a aussi une dimension érotique, on pourrait dire. Hein. L'adultère, en anglais, c'est a criminal conversation. Et donc, c'est aussi l'importance attachée au fait d'avoir un lien amoureux. Et je crois que l'idéal de blanchir ensemble, de vieillir ensemble avec celle qu'on aura un jour pensé être c'est lui, cette fois c'est lui, cette fois c'est elle, n'a pas disparu. Et Cavell montre que l'idéal de ce mariage-là, ça n'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est d'être un remariage. C'est pour ça que ça s'appelle Hollywood et la comédie du remariage. Donc l'idéal, c'est ils se marièrent et se remarièrent et se remarièrent et se remarièrent. C'est donc que le mariage ne fasse pas une fin, quand, comme on dit, on se case, hein, et puis après, bon, c'est que le mariage soit une sorte de pacte, mais un pacte qui doive, au cours de la vie, se renouveler plusieurs fois. Et qu'il est tout à fait logique, normal, qu'il faille le renouveler plusieurs fois, si le mariage est une vraie conversation, et si cette conversation affronte la vraie vie, c'est-à-dire la vie avec ses bonheurs et ses malheurs, avec ses deuils, avec ses changements de travail, avec tout ce qui vient bouleverser les identités, qui est un sujet certainement de questionnement dans les couples, eh bien, dit Cavell, il est logique que les couples qui pratiquent l'art de la conversation pratiquent l'art de la dispute. Et donc, un vrai couple, c'est pas un couple, c'est un couple qui prend le risque de peut-être se séparer. Et donc, la possibilité de la séparation est ce qui donne un sens à la particularité de cet engagement dans le mariage. Et donc, le couple va régulièrement refaire son union. Donc, le mariage d'aujourd'hui, c'est ça, je crois. C'est ça qu'il incarne. Il y a un idéal d'une communauté de vie, mais qui ne serait pas garanti à l'avance. Au contraire, on sait quand on se marie aujourd'hui que le mariage d'aujourd'hui, il est sans filet. C'est important de comprendre ça. Hein. Il y a à la fois
homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, un idéal de rencontrer la personne qu'on va aimer toute la vie, de traverser, de ne pas être toujours dans la séduction, de trouver aussi celui qui sera là quand on sera malade, qui sera là quand on sera vieux, celui sur le qu'on va appuyer, celui qui avec le temps va devenir votre meilleur ami, celui qui aura de l'humour par rapport à votre couple, parce que Roméo et Juliette sont charmants mais ils n'ont aucun humour. L'humour ne s'acquiert qu'avec le temps. Hein. Donc, tout ça, ça existe, et donc c'est très important de comprendre que nous avons changé d'idéal, nous avons changé de risque. Le risque aujourd'hui, c'est plus le joug conjugal d'autrefois, c'est plus être obligé de rester ensemble quoi qu'il arrive, parce qu'on ne peut pas se séparer, parce que ça serait un scandale, ou parce que la femme n'a pas de travail. Hein. Le risque aujourd'hui, il est brutal. Ça s'appelle l'abandon. On peut être abandonné du jour au lendemain. Jean Echenoz, qui est un grand romancier français, a écrit un roman qui a un titre comme un coup de couteau, « Je m'en vais ». Personne n'est à l'abri de recevoir ce coup de couteau, « Je m'en vais », hein, sans avoir vu venir. Donc, vous voyez qu'avec un nouvel idéal du mariage-conversation, un nouvel idéal de l'aventure amoureuse, nous sommes restés très idéalistes, nous avons changé de risque, et bien c'est tout ça le mariage d'aujourd'hui. Donc, cet engagement à une communauté de vie, je crois que ça a du sens de le maintenir. J'appartiens à une génération qui a longtemps disqualifié les formes, vous voyez. Moi, j'appartiens à une génération qui disait les formes, c'est formel, il faut être dans l'authenticité. Alors, mais en fait, mettre les formes dans la vie, c'est quelque chose qui aussi énonce, symbolise. Et je crois qu'on réapprend à travers les cérémonies mortuaires, comme avec les cérémonies de mariage ou de naissance, la valeur de ces formes. Donc j'ai du mal à comprendre votre idée que ce serait un super pax, au fond. Parce que c'est l'égalité des droits, et donc c'est une union civile entre deux personnes. Le pax, c'est ça. Non, le pax n'est pas un engagement à une communauté de vie. C'est bien pour ça que le pax se rompt, vous savez comment on rompt un pax? Par lettre recommandée. C'est un engagement particulier qu'un engagement qu'on peut rompre unilatéralement par lettre recommandée. Et le pax actuel est insuffisant. Et on peut améliorer le pax pour effectivement faire en sorte que, quels que soient les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels... Mais oui, mais on peut aussi démocratiser les mariages. Vivre ensemble et se protéger l'un l'autre, puissent le faire dans des conditions d'égalité de droit. Mais il y a pour ça une institution qui s'appelle le mariage civil. Mais non, justement. Le mariage, c'était autre chose. Le mariage, ça réglait l'ordre de la filiation. Mais je vous ai expliqué, je crois, longuement, que ça n'était plus ça. Voilà. Mais si vous regrettez la loi de 72, effectivement, on peut souhaiter vivre au 19e siècle avec les filles mères, l'interdiction de recherche en paternité, les bâtards, on peut revenir à ce temps-là. Sauf qu'il y a un principe très fort qui a lutté contre cette situation, qui s'appelle le principe d'égalité entre enfants. C'est quand même quelque chose de grand que nos sociétés aient considéré que les enfants doivent avoir les mêmes droits, quel que soit le statut matrimonial de leurs parents. Alors, à moins qu'on soit nostalgique du temps, effectivement, où on avait des parias sociaux comme ma grand-mère. Mais là, je vous suivrai pas sur ce terrain. Ce que je veux dire, et je m'arrête là, parce que bien sûr. Il y a actuellement des gens qui ont des enfants qui ne sont pas mariés et ce ne sont pas des parias sociaux. Mais c'est bien ce que je vous ai expliqué. Ils n'en sont plus. Voilà, ils n'en sont plus. À quoi correspond actuellement aujourd'hui l'institution du mariage? Au couple. Pour régler l'ordre de la filiation. Au couple. Voilà, c'était. C'est ça que j'ai essayé de dire. Exactement, et qui veulent que ce lien, qui est d'une façon une phase totalement intime, d'une certaine façon, vous voyez, c'est ça, c'est un peu la complexité, mais aussi la beauté du mariage, on peut dire. D'un côté, c'est totalement un engagement intime. Il n'y a que les mariés qui savent, au fond, si leur mariage est encore vivant ou il n'est plus que l'ombre d'un mariage. C'est pour ça qu'il y a un divorce par consentement mutuel. Mais en même temps, eh bien, le fait de lui donner force de valeur d'engagement public, c'est une certaine façon de dire que la condition humaine n'est pas une affaire seulement privée. Vous voyez, la condition humaine n'est pas qu'une affaire privée. Elle est aussi une affaire commune, et on veut quelquefois vouloir inscrire
sa vie privée, on peut dire sa vie amoureuse, sa vie affective, dans les formes de la communauté. Et considérer que par là, on dit quelque chose. Agnès. Oui, je voulais juste rebondir peut-être sur une... Je ne sais plus si c'est vous qui avez posé cette question, la séparation. Qu'est-ce que ça va donner pour les enfants? Parce que je crois que les grandes craintes concernées, en tout cas c'était ce qui était dit dans les manifestations, que pouvaient devenir des enfants élevés par 2 hommes, 2 femmes, et comment serait réglée leur séparation possible, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a là une inquiétude qui est liée, et je ne sais pas du tout une critique dans la bouche, d'une profonde méconnaissance des personnes qui vivent en couple et qui ont des enfants. Quand on en connaît et qu'on les fréquente et qu'on voit comment elles vivent, on s'aperçoit très vite que c'est une vie comme les vies de tout le monde. Et pour avoir à en connaître personnellement, un couple donc qui s'est séparé, un couple de femmes, elles ont, puisque vous posez la question justement comment régler la question de la séparation, on c'est jamais gay, dans les petites familles, quand les parents se séparent, il faut, et pour les enfants. Et donc là, ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire en absence totale de droit, puisque la mère non statutaire, la fille des deux est mère de la loi, et l'autre n'est rien. Et pourtant, elles se sont entendues en pour que qu'elles font une garde alternée, une semaine chacune. Celle qui a quitté l'autre a été tout à fait d'accord pour cette combinaison-là, pour le respect, justement, pour que les enfants continuent à avoir des liens avec celle considérée comme leur deuxième mère. Ces liens se font, elles versent une portion, elles se sont arrangées sur le plan financier, donc sans aucune reconnaissance juridique. C'est d'ailleurs ça la grande peur de celle qui n'est rien aux yeux de la loi et qui dit nous deux nous nous sommes arrangés, mais supposons qu'un jour, ma compagne meurt, aux yeux des grands-parents, je ne serai moi la mère non statutaire qui revient, alors qu'il y a des liens très forts entre moi, mon ex-femme et mes enfants. Et donc, je vois là une responsabilisation ça fonctionne, c'est-à-dire que pas pire, pas meilleur, mais tout simplement comme essayer de faire des couples pas trop sensés, qui cherchent à préserver quand même leurs enfants d'une séparation pour eux toujours douloureuse. Monsieur. C'est moi qui posais la question. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas de souci. Mais là, on est dans un monde idéal où effectivement les adultes sont responsables et que on sait très bien dans un cas de divorce, lorsqu'il y a un conflit et que la justice doit trancher, classiquement, malheureusement, la garde est accordée à la mère. Oui. Que va-t-il se passer, par exemple, pour Dieu faire, quand on est sûr est-ce que l'adoption, par exemple, peut la bonne faire? Oui, alors sur ce point, oui, forcément, le droit, d'un côté, il énonce des valeurs, et donc quand on essaye de mettre des mots sur ces valeurs, on a l'impression qu'on est dans un monde idéal. Non, on énonce des idéaux, c'est pas pareil. Et après, eh bien, les individus sont ce qu'ils sont, et les homosexuels ne sont ni meilleurs ni plus mauvais que les autres. De ce point de vue-là, il n'y a pas à penser que les couples de même sexe vont échapper à la séparation ou à d'autres problèmes. Mais un point que je voudrais soulever, je crois, c'est que parmi les raisons d'inquiétude que soulève la filiation de même sexe, il y a l'idée d'imaginer l'enfant, justement, enfermé, en quelque sorte, un peu enfermé dans un vis-à-vis avec simplement des hommes ou simplement des femmes. Je voudrais rappeler qu'ici, l'anthropologie a des choses à dire, parce que dans notre conception en socio-anthropologie de la parenté, nous n'isolons jamais le petit groupe père, mère, enfant, ce qu'on appelle la famille conjugale.
Voyez, dans un système, la famille conjugale, ça a été d'ailleurs un grand apport de Lévi-Strauss, de dire, mais ça n'est jamais le point de départ, ça n'est jamais l'atome de parenté, parce que pour qu'une famille conjugale existe, il a fallu qu'il y ait deux autres familles qui chacun donne un enfant pour former cette famille. Et que la grande erreur, si on peut dire, des philosophes naturalistes qui avaient imaginé qu'à l'état de nature, il y avait des familles naturelles, le père, la mère, les enfants, parce qu'à l'état de nature, dans les bois, il y avait une femelle humaine qui rencontrait un mâle humain, et que les deux, ça faisait des petits, ça faisait une petite famille. Oui, sauf que là-dedans, dit Lévi-Strauss, où est l'interdit de l'inceste? Si vous imaginez qu'il suffit qu'un mâle rencontre une femelle humaine pour faire des enfants, que ça fait une famille, eh bien, la dimension centrale de l'interdit de l'inceste dans la famille n'est pas présente. Donc, ça veut dire que cette petite famille, ce rapport parent-enfant, il faut le resituer, en fait, dans la transmission des générations. Et je suis très frappée de voir à quel point, dans les débats de l'année dernière, quand on a évoqué l'homoparentalité, on faisait semblant de croire que la famille, ça concernait 2 générations. Mais il suffit, et là Agnès a raison, de simplement connaître ces familles dont tellement de gens ont parlé, mais il y en a peu qui les connaissent. Elles sont peu nombreuses en France, les familles homoparentales. Pour savoir que quand un enfant est élevé par 2 pères, par exemple, mais il a aussi 2 grands-mères, hein, il a des tantes, voilà. C'est-à-dire que ce qui inquiète beaucoup souvent, c'est l'idée qu'un enfant serait dans un monde qui deviendrait monosexué, un monde où il n'y aurait que des femmes, où il n'y aurait que des hommes. Mais encore une fois, replaçons la famille conjugale dans son contexte, dans cette famille plus étendue, et à ce moment-là, les références masculines, les références féminines, elles se retrouvent tout à fait immédiatement. Et par ailleurs, 2 hommes pourront avoir des garçons et des filles. Enfin bon. Donc il y a un peu un fantasme qui tient à une certaine façon d'isoler le rapport parent-enfant qui ne correspond pas à la réalité, tout simplement. Monsieur ? Bonsoir. Je voudrais revenir à la question du lien de subordination entre le mariage civil et le mariage religieux. On peut s'interroger si, dans le temps, cette subordination ne va pas être mise en cause à cause de l'évolution du droit international. La Cour européenne des droits de l'homme prend le principe de la liberté de conscience, c'est-à-dire donc la liberté de croire ou de ne pas croire, donc la liberté religieuse. Or, la laïcité à la française a pour principe également la liberté de conscience. Et souvent, on voit qu'il y a contradiction dans la pratique de la laïcité à la française et la pratique de la liberté de conscience. Donc on peut s'interroger à l'avenir, face à cette évolution du droit international, si ce lien de subordination ne va pas être posé. J'ai 2 remarques. Une, en fait, vous l'avez déjà faite, le fait que les enfants qui sont issus de couples homoparentaux, d'abord, ça fait très longtemps que ça existe. D'autre part, il y a des recherches très importantes, surtout aux États-Unis, par des sociologues comme Julie Stacy, anthropologues comme Kath Weston, qui démontrent en fait que ces enfants grandissent sans plus ou moins de problèmes psychiques ou quoi que ce soit que les enfants de familles plus traditionnelles. Et le fait est que les enfants cherchent des modèles de genre, comment être un homme, comment être une femme, dans beaucoup de gens, comme vous l'avez dit, les tantes, les grands-parents, etc. Aussi bien que, en fait, et peut-être plus important, les instituteurs, les parents du meilleur ami, etc. Donc, il y a toute une panoplie au-delà de la famille de 2 générations bien enfermée que vous avez décrite. Ma seconde remarque, vous avez invoqué au début de votre présentation
le fait, l'Espagne catholique en 1905, la Grande-Bretagne. J'habite dans le premier pays qui a autorisé légalement le mariage pour tous, pas comme ça là. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça fait 15 ans. Et c'est absolument incroyable la façon dont qui est d'ailleurs un pays qui est beaucoup plus religieux qu'on le croit, aussi bien catholique que réformé. Il y a énormément de gens religieux. Il y a une certaine polarisation urbaine, grande ville, petite ville, de ce côté, mais tout de même, c'est un pays où le mariage de gays ou de lesbiennes est complètement normalisé. Alors, dans les mairies, dans les bureaucraties, dans les magasins, dans les banques et tout ça, on réfère à mon époux comme sans même honte ou quoi que ce soit, ou embarras ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça nous choque un petit peu. Et souvent, bien d'ailleurs, par des gens dont des employés de banque, par exemple, dont les grands-parents étaient marocains et turcs. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont les choses qui paraissent absolument extraordinaires à un moment, à l'autre moment, qui vient très vite, sont complètement normalisées et font partie de la vie de tous les jours. Tu as tout à fait raison, merci de faire cette intervention. Je crois que d'ailleurs, ça révèle peut-être une question pour la démocratie républicaine à la française. Je l'ai dit, c'est que nous sommes une démocratie qui a toujours eu beaucoup de mal à penser la diversité et les minorités. Et c'est vrai que là, j'ai été frappée de voir que dès cet automne, on a commencé à compter le nombre de mariages de même sexe qui avaient eu lieu depuis la promulgation de la loi. Et on a dit, mais bon, il y en a eu 500, finalement, c'est pas beaucoup. Bon. Et les Français sont en train de découvrir, effectivement, le paysage ne va pas être bouleversé. Il va être simplement, comme tu dis, il va être changé parce que des mots deviendront prononçables, parce que, en fait, on va changer avec son voisin, avec la personne qu'on connaît. Mais ce qui est incroyable, c'est encore une fois les sortes de prophéties d'entrer dans quelque chose de complètement inconnu qu'on a entendu. Et déjà, je pense, en quelques mois, les gens se rendent compte que c'est pas du tout ça qui se passe. Mais par contre, dans le discours politique français, on n'a pas les ressources qui existent dans d'autres démocraties pour penser la diversité, c'est-à-dire de suivre le fil des droits individuels. C'est-à-dire que nous, justement, on voit toujours l'individu comme une menace contre notre pacte républicain. Et de ce point de vue-là, en particulier dans le domaine de la famille, on s'inquiète souvent de cette question. C'est pour ça que j'ai fait allusion aux droits des enfants, parce que justement, par rapport à des questions comme la procréation médicalement assistée, beaucoup de pays anglo-saxons ont avancé en tirant ce fil, mais quels sont les droits des enfants qui naissent de ces situations ? Alors qu'en France, on essaye souvent plutôt de faire le modèle de la bonne famille, et puis de dire, nous allons faire un droit qui est conforme à ce modèle de la bonne famille. Donc je pense qu'il y a effectivement qu'avec le temps qui va passer, on va se rendre compte, quand on repassera dans quelques années les films des discours qui ont été prononcés l'année dernière, on sera très étonné de les revoir. Comme on est très étonné aujourd'hui quand on relit, parce que certains l'ont fait, on sont allés chercher les discours qui ont eu lieu dans les années 70, quand on a par exemple établi l'autorité parentale conjointe. Vous trouvez des discours qui sont exactement ceux qu'on a entendus l'année dernière, c'est-à-dire il n'y aura plus de chef de famille, on entre dans un monde où c'est l'enfant qui va faire la loi, il n'y aura plus d'ordre, vous voyez. Donc, il y a très souvent des peurs qui ensuite étonnent quand on les revoit après. Bonsoir. Madame, j'étais ravie de ce que vous avez partagé. Vous avez côtoyé
envoyé des amis sur la situation de vie de deux sexes opposés. Ne m'envoyez surtout pas. Étant enfant, partager une vie comme cela m'a fait beaucoup réfléchir. Et à l'âge de 8 ans, je les ai réunis tous les 4. Et je leur avais carrément dit ce que je pensais du plus profond de moi-même, que je trouvais cela inadmissible. Une vie comme cela. Parce que ça a été choquant, très très choquant. Mais j'étais ravie quand même de voir, de vous côtoyer quand même des personnes comme cela. Et pour cela, je suggère peut-être de continuer et de faire partager à d'autres personnes. Mais pour moi, voilà ce que je peux quand même dire. Pour moi, ça a été très choquant et j'ai trouvé ça inadmissible. Voilà, madame. Mon opinion aussi que je voulais partager en ce moment même, je trouve ceci un débat très crucial. Je me demande pourquoi, lors de l'élection, j'ai voté Hollande, et voilà que le débat en ce moment, c'est sur le mariage de l'ex. C'était comme si je me posais la question, je suis complice à cela. Voilà ce que j'avais voulu partager en ce moment. Merci. J'ai trouvé très intéressante votre intervention. On est une famille catholique. Et on a des enfants garçons-filles. Et en fait, mon interrogation elle est personnelle. En tant que catholique, on nous demande de placer Dieu au cœur de notre foyer. Et en fait, l'État et l'Église, sur ce point-là, ne s'entendent pas. Après ce que j'ai compris, l'Église est contre le mariage pour tous, alors que la loi française, elle est pour. Qu'est-ce que je réponds? Oui. Non, mais de ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une autorité religieuse que moi qui peut vous répondre. C'est vrai que c'est d'ailleurs pas propre à l'Église catholique. Les différentes religions du livre se sont prononcées. Les protestants étaient plus divisés en France, mais se sont prononcés contre le mariage pour tous. Et donc, les croyants ont à faire face éventuellement à une division à l'intérieur de leur propre cœur entre ce qu'ils peuvent penser comme citoyens et ce qu'ils peuvent penser comme croyants. Alors moi, la seule chose que je peux vous répondre, c'est ce qui est en question, justement, c'est le mariage civil. Le mariage catholique, il reste ce qu'il a toujours été. Nous n'y avons pas, le législateur français n'y a pas porté la main. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Mais ils font pas la distinction entre mariage civil et mariage religieux. C'est ça? Oui, mais je pense que c'est important de la faire. Mais je ne dis pas ça pour avoir l'air de disqualifier le mariage civil. Moi, je suis au contraire extrêmement attaché à cette institution. Je crois qu'elle rassemble, justement, par-delà les différences des convictions religieuses ou de l'absence de convictions religieuses. Il a cette vertu de pouvoir être commun à tous. Est-ce que quelqu'un veut répondre à madame qui exprime une forme de désarroi devant le fait que je comprends d'un côté d'un respect de la loi qui est maintenant la loi de Tahiti aussi, et puis d'un respect des autorités de votre religion. Alors, Henrik. En fait, quelque part, je ne réponds pas, bien sûr, mais en fait, quelque part, mon commentaire avait un peu dans ce sens. Donc, je pense que... Mais parle bien près du micro. Je pense que du côté des catholiques, il devrait y avoir justement une compréhension profonde de cette définition
fonctionnel sacramentel du mariage, qui fait du mariage une union d'amour. Donc, les enfants, bien après, ça ne définit pas le mariage. C'est bien une union de deux personnes qui s'aiment. Je ne vois pas pourquoi, franchement, les catholiques ne pourraient pas respecter donc cette définition du mariage comme tu viens de la formuler. Les mariages qui du coup, n'est plus lié à cette présomption de paternité, mais qui vient officialiser une union qui est à la base de la société, des personnes qui vont vivre ensemble, qui peut-être auront des enfants, qui vont aimer. Ce symbole de l'amour est central dans la tradition chrétienne, et il est au centre, je pense, de la définition sacramentale du mariage. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir un bon de la part des catholiques généreux pour reconnaître là quelque chose qu'ils connaissent déjà. C'est mon opinion. Voilà, c'est bien que vous l'ayez exprimé. Vous vous sentez un peu déchiré entre deux allégeances, on peut dire, hein, qui sont différentes, mais peut-être, voilà, un des enjeux des mois qui viennent, des années qui viennent, c'est peut-être de voir comment il est possible d'admettre qu'elles ne se passent pas sur le même plan. De même, on peut penser, il est tout à fait possible que vous pensiez que, par exemple, pour vous-même, en référence à votre foi, vous ne souhaiteriez pas faire ce genre de mariage, mais en même temps de le respecter chez autrui. Il y a des façons, c'est-à-dire qu'il y a des façons de traduire de façon plus ou moins respectueuse de l'autre la situation de déchirement que vous évoquez. Et c'est là où, à mon avis, il y a peut-être quelque chose à faire du côté de l'ouverture et de la tolérance, ou au contraire de la fermeture et de l'intolérance, et où, je crois, les responsables religieux ont un rôle à jouer. Voilà. C'est là certainement que la question du départ qu'on a posée, à mon sens, s'il y avait cette séparation claire entre le mariage religieux et le mariage civil, s'il n'y avait pas une subordination, la question serait beaucoup plus simple. Parce que la subordination, parce que c'est une subordination, puisque je risque légalement la prison si je marie un couple qui n'est pas marié civilement. C'est un acte, voilà. Donc forcément, le discours est difficile, puisque on laisse ce lien entre les deux, et on laisse entendre, malgré tout, qu'il y a un lien étroit entre les deux. Oui, mais encore, si je dois dire un seul mot sur ce point, cette subordination, enfin, il faudrait trouver le mot qui est adéquat, parce que ce qui égare, c'est pour ça que je suis revenue au début sur le fait que ce mariage civil, il s'enracine dans un conflit religieux. C'est très important d'en avoir conscience. Il s'enracine d'ailleurs sur deux dimensions. Il y avait les protestants auxquels le mariage avait été refusé. Il y avait aussi certaines catégories de citoyens. C'est très intéressant de savoir qu'au point de départ de toute la discussion de la Révolution française sur le mariage, il y a eu l'affaire Talma. L'affaire Talma, tout le monde ne la connaît pas. Talma, c'était un comédien de la Comédie Française. Il était allé voir le curé de Saint-Sulpice, de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, pour lui demander de le marier. Mais l'Église catholique, elle ne voulait pas marier les comédiens parce qu'elle considérait que les comédiens avaient des mœurs infâmes. Et donc, eh bien, elle ne les acceptait pas au mariage religieux. Et à ce moment-là, Talma s'est tourné vers la constituante en disant « Vous garantissez l'égalité des droits, eh bien, je demande un mariage où un comédien comme moi puisse se marier. » Donc, je veux dire que si le mariage civil n'était pas un mariage libre, égalitaire, dissoluble de la commune volonté des parties, c'est-à-dire conforme à nos valeurs communes de liberté et d'égalité, la subordination poserait peut-être des questions. Mais il me semble que la relation entre les deux, c'est le fait de garantir un mariage commun à tous,
Ensuite, libre à ceux qui veulent s'engager dans des liens indissolubles de le faire. Libre à ceux qui veulent s'engager dans des liens dans lesquels l'égalité des sexes n'est pas respectée de le faire. Mais il y a ce mariage commun à tous. La question qu'on peut retourner, c'est qu'est-ce qui vous gêne tellement dans le mariage civil, libre, égalitaire, dissoluble de la commune volonté des parties, que vous ne vouliez pas vous commettre avec ce mariage, sinon le fait de ne pas vouloir faire salle des mariages communes avec des homosexuels. Voilà la question qui est soulevée et que chaque chrétien, dans ses valeurs chrétiennes, doit se poser dans l'intimité de sa conscience. Et pourquoi quelqu'un qui voudrait et qui reconnaîtrait une valeur dans la civilité du concubinage ne pourrait pas vivre pleinement au niveau civil le concubinage et, d'un point de vue religieux, se marier religieusement? Pourquoi ce lien? D'autant plus que l'histoire des deux, elle est liée à un fait historique. Pourquoi cette loi? C'est simplement parce que les gens n'allaient pas se marier à la mairie que la loi du mariage civil obligatoire dans le mariage civil religieux s'est mise en place. C'est purement... Non, sincèrement, ça serait trop long de poursuivre, mais il faut voir qu'un mariage, par définition, ça a des effets. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'ont expérimenté les protestants quand leur mariage était justement purement dans leur conscience. Voyez, effectivement, leur mariage religieux était purement leur mariage à eux. Il n'y avait que eux, ils ne comptaient que pour eux. Ça veut dire qu'ils ne comptaient pas dans la société. C'est ça, le mariage au désert des protestants, ça a été un mariage qui n'avait aucun effet social. Donc, le mariage religieux aussi, aujourd'hui. Donc, non, justement, personne ne propose de revenir à cela. Donc, si vous réclamiez un mariage qui n'ait aucun effet social, on pourrait dire, alors c'est uniquement une question de foi entre nous. Bon, mais je ne crois pas que quelqu'un ait cette idée d'un mariage où les mariés n'auraient pas les droits des mariés. Vous voyez, donc, c'est là où il y a une ambiguïté quand même de revendiquer qu'il soit purement une question de foi. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Mais cela étant, je ne veux pas rebondir sur ce débat parce que, à vrai dire, j'ai du mal à le comprendre, mais moi-même, la seule chose que je veux simplement dire peut-être à madame, c'est d'abord le possible n'est pas forcément le souhaitable. Tout à fait. C'est Irène, c'est-à-dire que c'est possible, la République le rend possible. Cela étant, si, comme croyants, comme catholiques, nous ne le pensons pas souhaitable, rien ne nous oblige, et surtout pas la République, à le faire. Et la deuxième chose, c'est que rien n'oblige évidemment, heureusement, l'Église catholique, bien entendu, à aucune obligation par rapport aux personnes mariées civilement. Que ce soit les personnes mariées civilement de sexe opposé, ou que ce soit aujourd'hui les personnes mariées civilement de même sexe. Autrement dit, un prêtre a toujours le droit de dire par rapport à des fiancés, qui viennent, enfin des fiancés pour l'Église, mais à des mariés civilement de sexe opposé qui viennent le voir, de leur dire mais non, votre foi ne me paraît pas vraie, je ne crois pas que vous puissiez vous marier aujourd'hui. Autrement dit, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi soudainement, de par la question introduite par le mariage pour les personnes de même sexe, est-ce que c'est soudainement que la question du coup du mariage civil, du lien entre le mariage civil et le mariage religieux fait problème? Si c'est soudainement, il y a un soustrait, j'arrive pas bien à comprendre. Si c'est une question plus longue, plus récurrente, historique, il faut prendre plus de temps pour en débattre. Mais je pense que par rapport aux soucis plus de conscience, là, qui sont évoqués, qui ne sont pas du même ordre, me semble-t-il, je pense qu'il faut peut-être simplement se dire cela et qu'après, chacun juge en effet en conscience ce qu'il croit être le meilleur pour lui, bien sûr, en faisant éclairer sa conscience avec sa foi. Quand il est croyant, tout à fait. Quand il est croyant d'une religion, et donc avec ce que sa religion lui propose, mais c'est sa conscience qui doit pouvoir ici l'éclairer, ce qui laisse la liberté de conscience, justement. Bien sûr, cette réaffirmation de la séparation de ce qui est de l'ordre de la loi civile et de ce qui est de l'ordre de la loi religieuse, qui est séparation, qui est nécessaire à la vie en commun
rapporté aux valeurs de la laïcité et de la pluralité et de la liberté de conscience religieuse. On peut s'accorder vraiment sur ce point. Hein. C'est bien du mariage civil que j'ai parlé aujourd'hui, seulement du mariage civil, mais entièrement du mariage civil.